Commencer. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Nous allons avoir le plaisir aujourd'hui d'écouter Quentin Mérigot, qui est de l'Université Paris-Saclay. C'est notre dernier séminaire LJLL avant la pause estivale et avant le pique-nique. D'où l'horaire exceptionnel de 11 heures. Et Quentin va nous parler d'espace de Wasserstein et de transport optimal. À toi. Merci. Merci. Bon, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de donner ce dernier séminaire. Je parle avant le repas, c'est toujours difficile, mais donc je vais vous parler de deux sujets. La question de plongement de l'espace Wasserstein, et ça c'est une question qui est motivée par des applications. Et ensuite, comment on arrive de cette question à la question de comprendre la stabilité des applications de transport optimal. Alors, je vais commencer par une introduction qui sera un peu longue à ces questions-là. Et je vais commencer par définir les distances de transport. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà rencontré le transport optimal, mais je vais quand même expliquer ce que c'est. Donc, on va considérer l'espace de probabilité sur RD. Et il y a les mesures qui ont un moment d'ordre P fini. On a une distance entre deux mesures mu et nu qui va être le minimum parmi tout ce que j'appelle les plans de transport. Donc, l'exemple c'est ça. J'ai une mesure mu sur RD. Une autre mesure mu sur RD. Un plan de transport, c'est une mesure sur RD, telle que si je projette mon plan sur la première marge, j'obtiens mu. Sur le premier facteur RD, j'obtiens mu. Si je projette gamma sur le deuxième facteur, j'obtiens mu. Donc, c'est une façon de décrire un couplage entre les mesures de probabilité mu et nu. Et ce qu'on va regarder, c'est parmi toutes les manières de coupler mu et nu, celle qui minimise le coût de transport, qui est juste l'intégrale de la distance entre x et y puissance p, fois la quantité de masse qui est transportée de x vers y, qui est gamma de xy. Donc c'est un problème qui date de 1780, je ne vais pas vous faire tout l'historique. Donc ces notions de distance, c'est vraiment le cœur de mon exposé, plus que vraiment les problèmes de transport. C'est quelque chose qui va maîtriser la convergence faible, typiquement, les distances faibles, plus la convergence des moments d'ordre P. On a une inégalité, la distance la plus faible parmi ces distances Wasserstein, c'est Wasserstein 1. Et c'est simplement l'inégalité de Jensen qui nous donne ça. Et dans le cas P égale 1, c'est un cas assez particulier parce que le coût de transport, dans ce cas-là, c'est juste une norme duale. Donc là, on voit bien le côté convergence faible. La distance de Wasserstein 1, c'est simplement le sucre sur toutes les fonctions 1 ellipsis de l'intégrale de psi d nu moins nu. C'est une façon de mesurer la distance entre deux mesures en intégrant des fonctions. Et donc, d'un point de vue application, alors il y a évidemment toutes les applications côté flow gradient, EDP, dont je n'ai pas trop parlé. Là, je vais plutôt parler des applications, disons, l'apprentissage, l'analyse de données. Et donc, ces distances de Wasserstein, elles ont un sens pour plein d'exemples de données, des données de type nuage de points, des images en niveau de grille. Dès que ces données représentent une distribution de masse, il ne faut pas que ce soit si on a une image, il ne faut pas que la valeur en un point soit une mesure intensive, mais plutôt une mesure extensive, une distribution de masse. Donc, il y a plein de contextes où c'est utile, notamment en apprentissage. Et donc, quel exemple de choses on peut faire avec les distances de Wasserstein? Donc, par exemple, si j'ai une famille de mesures, une famille nuage de points, disons sur RD, je peux prendre les mesures empiriques correspondantes. Et je peux me poser la question, quelle est la mesure moyenne? Alors, je n'ai pas envie de prendre la moyenne plate au sens 1 sur L, somme sur I de mu I, parce que c'est quelque chose qui est pas intéressant, ce sera juste l'union des nuages de points. J'ai envie de prendre une moyenne qui prend en compte la géométrie de l'espace, c'est ce que fait le transport. Et donc, je ne vais pas décrire exactement comment on fait, mais c'est une façon qu'on peut le faire avec le transport optimal. On peut aussi étudier, par exemple, la covariance d'une famille de mesures, comprendre les variations, s'il y a des familles un paramètre, des choses comme ça. On peut aussi dire, j'ai deux familles, deux mesures, enfin, j'ai n mesures, elles sont découpées naturellement en deux classes. J'aimerais bien retrouver ces deux classes. Et pour ça, il y a des méthodes qui fonctionnent dans n'importe quel espace métrique. On peut prendre la distance de Wasserstein. Voilà, une autre application dont je ne vais pas trop parler, l'apprentissage du dictionnaire. Et une des limitations du transport, c'est que pour pas mal de ces tâches, en fait, on a besoin de calculer les distances 2 à 2 entre les mesures. On doit calculer la distance de Wasserstein entre mu et muj pour tout ij. Donc, on a n carré calcul de transport à faire. Le transport, le coût a beaucoup diminué. Les méthodes numériques ont énormément évolué et progressé les 15 dernières années. Mais quand même, ça reste assez cher.
Donc ce coût n carré, il est assez pénalisant. Ça, c'est une première raison pour laquelle ces algorithmes, on ne veut pas les appliquer directement au transport. Et la deuxième raison, c'est que pas mal de ces algorithmes sont restreints en fait à des distances qui sont euclidiennes et des espaces linéaires. Là, on est dans un espace convexe, et la distance n'est pas du tout plate. Et donc, ces algorithmes ne s'appliquent pas directement. Donc, la question que je vais essayer de regarder aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut construire des plongements de l'espace de Wasserstein, donc trouver une application qui prend une mesure et associe un élément d'un certain espace linéaire, un espace normé, par exemple, tel que la distance de Wasserstein entre mu et nu, et approximativement, en un sens très très vague, la norme entre phi de mu et phi de nu. La réponse est plutôt négative si je la pose sous cette forme-là, mais quand même, on a des résultats. Alors, j'ai commencé par le cas qui est un peu le paradis du transport optimal, c'est la dimension 1. Parce qu'en dimension 1, on a un plongement qui est absolument parfait, qui est le plongement par ce qui s'appelle la fonction quantile ou la fonction cumulative inverse. Donc, la fonction cumulative inverse, juste mettre cette image. Si j'ai une mesure mu, c'est une fonction, on va paramétrer cette mesure à partir de la mesure de Lebesgue sur 0,1. Donc, simplement, on va construire une fonction croissante qui va envoyer la mesure de Lebesgue vers la mesure mu. Et donc, si la mesure mu est discrète, simplement, on va couper la mesure de Lebesgue en tranches de taille 1 sur n. La première tranche, on l'envoie sur x1, la deuxième tranche sur x2, et ainsi de suite, si les points sont ordonnés. Donc ça, c'est une façon d'associer à une mesure mu discrète une fonction quantile. En général, pour n'importe quelle mesure mu, une telle fonction existe. Et si je prends n'importe quelle paire de mesures sur R, la distance de Wasserstein entre ces deux mesures, c'est rien d'autre qu'une distance LP entre les fonctions quantiles. Donc on a un plongement qui est isométrique. Et en fait, c'est même un peu mieux que ça, parce que non seulement le plan est isométrique, mais l'image de ce point est convexe. Et ça, c'est important parce que ça me dit que si j'ai mon espace de mesure de trop bas, là j'ai l'espace L2 de 0,1, si à chaque mesure mu, une fonction mu, l'image de PP de R, ça reste convexe. C'est l'ensemble des fonctions croissantes. Donc c'est un convexe. Et ça veut dire que si je prends mu0, mu1, j'ai plus mu0, plus mu1. C'est deux fonctions. Comment je fais pour calculer la géodésique entre ces deux mesures? Je calcule les fonctions quantiles. Là, je suis dans un espace plat, je prends l'interpolation linéaire, et ensuite je reviens en arrière, et l'opération de partir d'une fonction quantile et retourner vers les mesures, c'est simplement prendre le poussé en avant de la mesure de Lebesgue sur 0,1 par la fonction quantile. Donc c'est la formule ici. Les géodésiques dans cet espace, c'est quelque chose de très simple. On prend les fonctions quantiles, on interpole, on revient sur l'espace des mesures. Donc simplement la fonction de répartition. Alors pour la fonction de répartition, on a cette égalité pour P égale 1. P égale 2, c'est faux. Donc c'est la fonction de répartition inverse. Enfin, c'est la fonction cumulative inverse. J'en profite pour te poser une question aussi. Oui. Sur la question précédente générale que tu as posée, oui. Tu réclames quelque chose sur E ou je crois que tu l'as noté. Typiquement, le mieux, c'est d'avoir un espace de Hilbert. Après, on pourrait pour faire un arc, on peut toujours faire à l'infini. Alors, on peut faire à l'infini, mais si on veut un LP, par exemple, avec P plus petit que l'infini, là, il y aura des limitations. Mais j'en parlerai un peu plus tard. OK. Donc maintenant, je vais parler de ce qui se passe en dimension plus grande que 1, dans le cas P strictement plus grand, parce que le cas P est un peu dégénéré. Et donc, dans ce cas-là, si je prends deux mesures, à quoi ressemblent les géodésiques? Alors, simplement, je peux construire une géodésique à partir d'un plan de transport. J'ai un couplage entre mes mesures. Et ce que dit cette formule, c'est que je prends la mesure mutée, quand j'ai deux points x et y qui sont couplés, et ben je me déplace à vitesse constante entre x et y. Je prends la mesure obtenue au temps t. Je pousse gamma par cette opération d'interpolation linéaire entre x et y. Et donc, c'est une géodésique, et toutes les géodésiques sont de ce type-là. En fait, la question de l'unicité des géodésiques, elle est équivalente à l'unicité des plans de transport. Alors, juste une illustration pour fixer un peu les idées à quoi ça ressemble. Dans le cas discret, si j'ai un plan de transport qui est déterministe, qui envoie un point sur un point, bah, simplement, la mesure interpolante, c'est je bouge le point x vers le point correspondant du nuage y, avec une interpolation linéaire à vitesse constante. C'est une fois l'unicité de la géodésique, c'est équivalent à l'unicité du plan de transport. Alors, je crois que c'est le théorème de Lizini, je crois que c'est. Donc, il faut faire quelque chose, parce que je pourrais avoir la même densité pour une projection différente.
Je pense qu'il faut juste, sur RD, je pense que c'est vrai. Et après, en général, là, sur les variétés riemanniennes, je pense que c'est vrai aussi. Enfin, je pense qu'il y a quand même plein de cas où c'est vrai. Voilà, donc voilà à peu près à quoi ça ressemble les interpolants. Et donc, une conséquence de cette proposition, c'est que si j'ai plein de plans de transport, alors j'ai plein de géodésiques. Par exemple, si je prends deux mesures U0 ou mu1 sur R2 qui sont supportées sur des espaces orthogonaux, sur des deux droites orthogonales, le coût entre un point ici et un point là, c'est toujours la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Le couple là, il disparaît. Et donc, tout plan de transport est optimal. Et donc, ça veut dire que j'ai une infinité non dénombrable de géodésiques. C'est en fait un peu l'idée de j'ai la sphère, j'ai deux points antipodaux, j'ai avoir plein de géodésiques. C'est la même idée, c'est l'idée de courbeur positive. Et donc, cet exemple-là me dit que dès que la dimension est plus grande que 2, en fait, je ne peux pas espérer plonger de manière isométrique mon espace de Wasserstein dans un espace dont la norme est strictement convexe. Parce que dans l'espace dont la norme est strictement convexe, j'ai une unicité de la géodésique, et là, je n'ai pas une unicité de Poisson. Voilà. Et donc, maintenant, je vais parler plus précisément du cas P égale 2, qui est le cas qui va m'occuper en majorité à partir de maintenant. Donc, dans le cas P égale 2, le résultat de l'unicité le plus connu, c'est le théorème de Brognier. Alors, qui me dit la chose suivante. Il me dit si je prends deux mesures, je vais supposer que ρ n'est pas absolument continu par rapport à Lebesgue. Rho est un petit peu diffuse. En fait, il y a des hypothèses plus faibles qui permettent d'avoir la même conclusion. Alors, je peux trouver une application T-ρ vers mu, qui est le gradient d'une fonction convexe et qui transporte ρ vers mu. C'est l'analogue de la fonction quantile. Être le gradient d'une fonction convexe, c'est l'analogue d'être une fonction croissante en sur RD. Donc, il existe une application comme ça qui est unique. Et une fois qu'on a cette application, le plan de transport, c'est un plan de transport qu'on va dire déterministe qui est concentré sur le graphe de cette application. En fait, un point X va être envoyé vers T de X. C'est ce que dit cette formule. Et donc, l'unique géodésique Wasserstein entre ρ et mu, ça va être très très proche de la formule que je vous ai montrée pour les fonctions quantiles. On part de l'identité. Si je prends l'identité poussant d'un vent ρ, j'obtiens ρ. Et puis on interpole entre l'identité et cette application T-ρ vers mu. Et on pousse en avant ρ. Quand T égale 1, on obtient mu. Oui. Ce qu'on appelle quadratique, c'est P égale 2. C'est norme au carré. Voilà. Et alors, l'illustration que je pense c'est important pour comprendre pourquoi la convexité arrive. À quoi ça ressemble les applications de transport si mu est discrète, si mu est de cette forme-là, somme sur i de alpha i delta y, ma fonction phi, dont on va pousser ρ vers mu, ça doit être une fonction dont les gradients sont parmi les yi. Et donc, assez naturellement, on a envie de prendre un max de fonctions affines, dont les pentes, c'est les yi, et donc on va paramétrer notre fonction comme ça. Là, on a n degrés de liberté, c'est les psi, c'est les hauteurs de ces fonctions affines. Quand on joue sur ces hauteurs, on peut changer la taille de la zone qui va être affectée à un point yi. Et numériquement, c'est ce que moi je fais beaucoup en transport, c'est le transport semi-discret, c'est des choses qui marchent bien en disant dimension 2 ou 3. Dès lors qu'on sait calculer de manière très efficace, c'est max. Donc voilà en gros la structure des applications de transport en dimension 2. Donc comme je disais en indé, on retrouve la fonction quantile. Si je prends ρ égale la mesure de Lebesgue, phi prime, c'est le gradient d'une fonction convexe, c'est croissant, et donc c'est la fonction quantile. La condition qui dit que T-ρ envoie ρ vers mu, si je l'écris, on voit une formule de champ de variable, j'obtiens cette équation de Monge-Ampère. Et la preuve du théorème de Brognier, c'est une conséquence de la dualité de Kantorowicz dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc maintenant, on a un peu l'image de ce que c'est le transport, et maintenant, on va utiliser cette application de Brognier pour construire un plongement du transport qui est vraiment l'analogue du plongement par fonction quantile en dimension 1, et que les gens, les premiers qui ont introduit ça, ont appelé transport linéarisé. Et qu'on peut assez bien comprendre en ayant une vision un peu riemannienne du transport. Donc l'idée est la suivante. Pour cette construction, j'ai besoin de fixer une densité une fois pour toutes. Je prends une densité ρ, une mesure de proba, absolument continue. Si je prends n'importe quelle autre mesure de proba dans P2 de RD, je peux construire un plan de transport Brognier entre ces deux mesures de proba. Et puis je vais regarder la vitesse correspondante, c'est-à-dire le transport de Brognier moins l'identité. La géodésique, ça va être, comme on l'avait vu, identité plus t fois la vitesse, plus en avant ρ.
les points vont en ligne droite. Et donc, V rho vers mu, on peut voir ça comme un vecteur tangent en rho. Et donc, d'une certaine manière, on a l'application exponentielle qui est cette opération-là, identité plus TV poussé en avant rho. Et là, ce qu'on regarde, c'est l'application plutôt logarithme en riemanien. On part d'une mesure sur notre variété formelle Wasserstein 2 sur RD, et on lui associe un champ de vecteurs dans L2 de rho RD. Donc voilà, donc on a un analogue du logarithme riemanien. C'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup en stats, par exemple, quand on veut faire des stats sur des variétés. Une façon de s'en sortir, c'est on fixe un point, on tire toutes nos données sur l'espace tangent en ce point via l'application exponentielle, puis ensuite on fait les stats sur un espace plat, ce qui est beaucoup plus facile. Là, c'est vraiment exactement la même analogue, c'est la même chose. Et donc, le transport linéarisé, c'est ça, c'est une mesure, et je lui associe le champ de transport de Brognier vers cette mesure. Alors, il y a des petites propriétés élémentaires, c'est continu. Alors ça, c'est pas si facile que ça, en fait, si on travaille sur RD. C'est une opération continue, l'application qui a mu associée au transport de Brognier. C'est injectif. Ça, c'est trivial, parce que si j'ai l'application de rho vers mu, en prenant le poussé en avant de rho, je retrouve mu. Ça me donne d'ailleurs l'inverse de cette application. Et l'image, elle est convexe, parce que c'est l'ensemble des gradients sont convexes. C'est un ensemble convexe. On a exactement la même image que ce qui se passait dans le cas quantile. Ce qui va moins bien se passer, c'est que ce plongement va nous donner une distance qui est en fait pas exactement la distance de Wasserstein. Donc la distance naturelle associée à ce plongement, c'est de regarder la distance entre les images. Il y a une inégalité qui va être très simple, c'est de montrer que la distance entre les images majeure la distance de Wasserstein. Et l'idée, c'est que je peux me servir de ces deux applications pour construire un couplage entre mu et nu. Si je prends gamma égale rho vers mu, rho vers mu, en avant rho, ça me définit un couplage entre mu et nu, qui n'est pas optimal. Et si je calcule le coût de ce couplage, c'est simplement la distance L2 entre les applications, et ça, c'est plus grand que la distance de Wasserstein. Donc, c'est une distance qui est plus grande que Wasserstein. En fait, c'est l'idée que les géodésiques ont tendance à se rapprocher, à s'écarter. C'est la courbure positive de l'espace, en fait, qui donne ça. Maintenant, si je regarde les géodésiques pour cette distance-là, et pas la vraie distance de Wasserstein, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ici, les géodésiques, j'ai calculé une fois pour toutes les plongements, j'interpole entre des plongements et je retourne dans l'espace en prenant rho. C'est exactement comme ce qui se passe avec les fonctions quantiques. Et plus généralement, je peux faire la même chose pour calculer des barycentres. Je suis dans un convexe, je prends les images, je prends la moyenne de mes plans de transport et puis je reviens dans l'espace. C'est défini une notion de barycentre qui est un peu analogue à celle de barycentre de Wasserstein, pas exactement équivalente. Je voulais montrer que si on prend la notion de barycentre naturel dans l'espace de Wasserstein, en gros, là, c'est le barycentre hypersien. Dans l'espace de Wasserstein, le barycentre, c'est pour calculer le barycentre de des mesures mu1, mu-n, on résout un problème de minimisation, ça s'appelle des moyennes de Fréchet. Et donc, à chaque fois, par exemple, que je change les coefficients alpha i, il faut que je résolve un nouveau problème d'optimisation. Là, si je change les coefficients alpha i, j'ai calculé le plongement, juste à changer ma moyenne, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça montre la géométrie linéarisée est beaucoup plus simple que la vraie géométrie du transport. Alors, avant de passer à la partie stabilité des applications de transport, je vais juste vous montrer deux, trois exemples de plans de transport. Donc là, je prends une mesure qui est juste la mesure de Lebesgue sur 0,1 au carré. Et je prends une mesure mu-n qui est une mesure empirique sur des points tirés aléatoirement selon rho. Alors, si je prends 100 points, ça me donne une distribution comme ça. Là, je montre les deux coordonnées du plan de transport. Le plan de transport, il a une coordonnée Y. On voit bien qu'on obtient des cellules convexes. Et le plan de transport va être constant par morceau, parce que toute une zone va être envoyée sur un seul Dirac. C'est l'analogue de ce que je vous ai montré. Voilà, donc ça c'est juste n, et quand n tend vers plus l'infini, on voit bien que l'application de transport, elle converge vers le transport optimal de rho vers rho. Qu'est-ce que c'est le transport optimal de rho vers rho? C'est l'identité entre l'identité, la coordonnée E de l'identité, la coordonnée Y de l'identité. Maintenant, juste une dernière application plus data, c'est toujours des modèles joués, mais
Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de regarder? Alors déjà, je vais regarder un cercle que j'échantillonne avec un peu de bruit. Je regarde les applications de transport correspondantes. Voilà. Si je bouge le cercle, on voit qu'il y a quand même une certaine stabilité des applications de transport. Et maintenant, je peux m'en servir, par exemple, si j'ai une famille de jeux de données. Donc chaque jeu de données, c'est un cercle échantillonné. Je calcule les plongements. Chaque jeu de données, ça va me donner une application. Je prends la moyenne de ces applications et je prends le coussin d'Avogadro et j'obtiens quelque chose qui est en gros la moyenne des cercles. Et on voit, si je prenais une moyenne L2, une moyenne plate, ici, ça donnerait rien du tout. Et là, on voit quelque chose d'assez raisonnable d'un point de vue géométrique. Et on peut même faire un peu mieux que ça, parce qu'une fois qu'on est dans un espace de Hilbert, on peut faire des analyses en composants de Prince. Oui. Si vous aviez choisi autre chose que la mesure uniforme ρ de référence, vous auriez eu un variation très différent ou... Alors, c'est une bonne question. La stabilité par rapport à un ρ, ça n'a pas été beau. En fait, les gens ont l'impression que ça ne dépend pas si fortement de ρ que ça. En général, dans les vraies applications du linearized OT, les gens fixent un ρ un peu lié à une sorte de barycentre. Mais ça ne joue pas un rôle crucial, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement compris théoriquement. Si tous les ρ c'était pareil, ça pouvait linéariser les mêmes, on ne pourrait pas se penser que l'espace est Tout à fait, mais c'est pas, je pense que c'est pas le cas. Enfin, on doit pouvoir trouver des exemples pathologiques, c'est pas le cas. Voilà, donc après, on peut faire des analyses en composantes principales, et là, sur ma famille de cercles, qu'est-ce que je vois? Je vais afficher les trois composantes principales. La première, ça va être simplement la composante principale qui correspond à la translation en X. La deuxième, c'est la composante principale qui correspond en Y, la deuxième translation en X. Et la troisième composante principale, c'est ce qui correspond à l'homothétie. Donc là, dans ce cas-là, on a une représentation parfaite où on retrouve vraiment la structure un peu sous-jacente de notre ensemble de cercles. Bon, évidemment, c'est un exemple joué. En fait, ça a été pas mal utilisé, cette méthodologie linearized OT, en biologie computationnelle et en physique des hautes énergies. Je ne connais pas très bien les applications. Donc, voilà la partie linearized OT. Maintenant, je vais citer des théorèmes négatifs, enfin, un théorème négatif, qui va donner un peu une limite à ce qu'on peut espérer avoir comme stabilité des applications de transport ou comme propriété des plongements. Donc, on va regarder une notion de plongement qui est appelée grossier Corse. Et c'est simplement donc un plongement, c'est une application phi qui va être injective de x dans y, deux espaces métriques, et qui va vérifier ces inégalités. Donc, ça ressemble à quelque chose d'un plongement qui serait bi-uniformément continu, sauf qu'on ne demande absolument rien sur les fonctions ρ1, ρ2, sauf que la limite de ρ1, c'est plus l'infini. C'est une notion de plongement très faible. Par exemple, si je prends un plongement Beholder, Bilipschitz, évidemment, ça satisfait ça. Beholder, ça satisfait ça. Mais même, je peux rajouter une constante dans ρ2. Ça peut être à constante additif près. C'est quand même une notion très grossière. Et du coup, ce théorème est très puissant parce qu'il dit que si la dimension est plus grande que 3 et que P est strictement plus grand que 1, alors l'espace de Wasserstein, limite cette distance, je ne peux pas le plonger de manière corse dans un espace LQ, Q strictement plus petit que l'infini. Donc voilà, donc c'est un théorème d'espace métrique, enfin, les gens qui font la théorie des plongements d'espace métrique. Donc c'est un théorème assez puissant, très puissant, et qui met des limites sur ce qu'on peut espérer. Par exemple, il dit la chose suivante, c'est que si j'ai un plongement dans un espace de Hilbert, alors ce plongement ne peut pas être à la fois Hölder et de réciproque Hölder. Parce que sinon, il serait corse et c'est pas possible. Alors, c'est une obstruction qui est vraiment liée à ce qui se passe hors de tout compact. C'est vraiment une obstruction qui est liée à ce qui se passe à l'infini de l'espace. Donc, ça nous gênera peut-être pas tant que ça, mais ça met comme une limite sur ce qu'on peut espérer. Oui. Et le plongement par transport linéarisé, alors, on a déjà montré il fait croître la distance. En fait, il est reverse Lipschitz, enfin, il est T-1 et Lipschitz. Et donc, il ne peut pas être Hölder par ce théorème. Oui. Est-ce que ça signifie qu'il veut faire tout l'espace C'est parce qu'on veut travailler sur plonger dans tout l'espace de Wasserstein sur RAD. les sous-espaces, ça pourrait être plus difficile. Hein. Bien sûr, si on travaille sur des sous-espaces, c'est plus faisable. Mais quand même, ça met une limite. Donc voilà, donc l'objectif maintenant, et je vais rentrer dans le cœur du sujet, ça va être d'estimer de manière, enfin d'avoir des estimés Hölder de stabilité. Alors évidemment pas global, ça va être des estimés local au sens que je ne vais pas travailler sur P de RD, mais sur P d'un compact. Voilà. Alors la question qu'on regarde, je vais la redire de manière précise, c'est étant donné une mesure ρ fixe,
sur RD, absolument continu. Je voudrais obtenir un contrôle de stabilité de l'application de transport. Théro-vers-mu ou un théro-vers-nu doit être plus petit qu'une distance de Wasserstein entre mu et nu, puissance alpha, pour tout mu nu dans une certaine boule. Et là, évidemment, la constante va faire apparaître le diamètre de la boule, les propriétés de ρ, etc. La dimension. Donc, il y a quelques limites aussi là. Donc, ça, c'est un problème plus précis. C'est pas le problème de plongement général, c'est le problème de plongement via ce linéarisme de T. C'est un problème de stabilité d'application. Alors, si on voulait plonger tout l'espace avec R égale plus l'infini, là, le théorème de Andoni Naor-Neyman nous dit qu'on ne peut pas espérer avoir. Si on prend ρ, qui est une mesure très gentille, par exemple la mesure de Lebesgue sur une boule, on ne peut pas espérer avoir un alpha qui soit plus grand qu'un demi. Donc déjà, on ne peut pas espérer avoir une stabilité Lipschitz, au mieux, c'est si ρ, c'est Lebesgue, et cette fois-ci pas sur un convexe, mais sur un espace, enfin, un ensemble borné quelconque avec plusieurs composantes connexes. Alors le alpha maximum qu'on peut espérer, c'est 1/4. Et on verra à la fin qu'il y a des résultats très récents qui montrent que ce 1/4 est atteint. Et le dernier exemple, c'est si je prends une densité, mais qui peut valoir, enfin, qui prend la norme infinie et plus l'infini, alors on ne peut pas espérer avoir mieux que 0. Enfin, on ne peut pas espérer avoir de stabilité Hölder. La stabilité va dépendre beaucoup des hypothèses sur ρ, sur la géométrie et sur la régularité. Donc, je vais citer un premier théorème qui ne répond pas complètement à la question. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est un théorème de Ambrosio et Gigli. En fait, il est reporté dans un papier de Gigli, mais il l'attribue à Ambrosio. Il est dedans. On dit la chose suivante. Si j'ai une mesure absolument continue sur un compact, et je vais supposer que l'application Brenier de ρ vers mu est Lipschitz. Donc, je fixe une mesure mu, et je vais avoir la stabilité uniquement par rapport à cette mesure mu. C'est pas la stabilité pour tout mu nu, c'est vraiment, je fixe mu, je fais une hypothèse sur le transport de ρ vers mu. Alors, localement, au voisinage de mu, j'ai effectivement le comportement 1,5 Hölder qui était le pire possible. C'est assez satisfaisant. Donc, on fait une hypothèse sur mu, mais on ne fait pas d'hypothèse sur nu. Donc, ça veut dire que nu, ça peut être un nuage de points, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un théorème qui a du sens en stats ou analyse numérique. Mais l'hypothèse que le transport de ρ vers mu est Lipschitz, c'est une hypothèse vraiment restrictive. Par exemple, elle implique que si le support de ρ est connexe, alors le support de mu doit être connexe aussi. Donc c'est quand même assez fort. Et l'autre chose, c'est que si on se donne deux mesures ρ et mu, on veut savoir est-ce que le transport va être Lipschitz. Ça, c'est la théorie de la régularité du transport. Et essentiellement, cette théorie, elle dit ça va être vrai sous des hypothèses extrêmement fortes sur les données. Support convexe, densité régulière, borne majorée par au-dessus, par en dessous. Donc c'est essentiellement rarement vrai, le transport sur Lipschitz. On peut même améliorer le résultat, l'exposant du résultat en mettant plus d'hypothèses sur le transport. Voilà, donc c'est des résultats que j'appellerais locaux, parce que c'est au voisinage d'une mesure fixe mu, qui peuvent avoir du sens en statistique ou en analyse numérique, mais pas forcément pour le problème que je me suis posé. Okay. Donc maintenant, je vais expliquer, alors l'objectif de l'exposé, c'est d'expliquer deux mécanismes de stabilité, et peut-être j'arriverai pas au deuxième, mais deux mécanismes de stabilité pour les applications de transport. Donc, je vais donner un nom à l'application de ρ vers mu, au potentiel, dont dérive le transport de Brenier. C'est une fonction convexe. Elle est définie à constant près, parce que là, je prends le gradient. Donc, je vais la normaliser en supposant que l'intégrale de phi de ρ vers mu d est nulle. Elle est moins nulle. Et donc, voilà le théorème, premier théorème de stabilité. Et en fait, un théorème de stabilité des applications de transport, c'était la question qu'on s'était posée au départ, mais qui passe par la stabilité des potentiels. Donc en fait, la première estimation, celle vraiment qui était un bon en avant à l'époque, c'était cette inégalité-là. Et en post-processing, on obtient de la stabilité des applications de transport, mais c'était pas la stratégie donne plutôt ça. Alors, juste un tout petit peu d'historique. Ce théorème, il a été montré dans le cadre d'un exposant 1 sur 2 puissance d-1 fois d plus 2 par Berman en 2018. Et avec un doctorant Alex Delalande, on a amélioré cet exposant à 1/6 pour des domaines convexes. Et pour des domaines Lipschitz, c'est plus compliqué. Et l'idée, c'est une idée de recollement, d'écrire un domaine Lipschitz comme une union
de boules ou de cubes et d'utiliser des arguments spectraux. Je n'aurai pas trop le temps d'en parler, mais je vois des idées assez jolies. Et donc, c'est un travail avec Cyril Le Tweet. Et la stratégie est assez robuste. Elle permet par exemple de traiter le problème de stabilité pour d'autres coûts sur des variétés riemanniennes, même sur des espaces métriques mesurés. Je vous ai dit que oui. Les exposants, je vois clairement sur les exemples que vous donnez tout à l'heure où c'était constant par morceau. Alors l'exposant à 6e, en fait, il va pas se voir parce qu'en fait, il n'est pas optimal. L'exposant à demi, il est presque optimal au sens où je peux construire des exemples en dimension D où l'exposant maximal que je peux faire, c'est peut-être 1,5 moins 1 sur D. Donc quand D égale plus l'infini, là, on est exposant. Quand D tend à plus l'infini, on peut pas se faire du 1,5, mais du point de vue des contre-exemples, on n'a pas exactement le 1,5 ici. Là, le 1/6, en fait, on sait qu'il est faux, enfin qu'il n'est pas optimal. On n'a pas de contre-exemple. Voilà. Mais l'exposant à 6e, il n'est pas optimal, mais avec cette stratégie de preuve, il est optimal. C'est-à-dire qu'on a cette preuve, c'est 2 inégalités, avec 2 exposants différents, 1/3, 1,5. Le produit fait 1/6. Et chacune de ces inégalités est optimale. Soit lié à l'exposant qui contient dans les cas, quand tu cherches la notion d'un espace de masse statistique dans une autre, l'exposant, c'est quoi la régularité du bord. Alors, avec cette stratégie, en fait, il y a vraiment l'idée de cette stratégie de ce théorème, cette stratégie de démonstration, c'est d'abord de montrer la stabilité des potentiels. Pour avoir la stabilité des potentiels, d'une certaine manière, il faut que la ρ vérifie une inégalité de points carrés. C'est un peu régulier. Et donc, j'ai écrit Lipschitz domaine. En fait, en vrai, la preuve, c'est pour des domaines de John. Mais l'inégalité des points carrés de ρ, ça ne dépend pas des nombres humains, ça dépend de comment la mesure des bulles pascales d'Arro. C'est-à-dire que dans l'inégalité des points carrés, l'exposant, c'est pas vraiment la dimension, mais c'est comment la. Oui. Alors, on a des exemples de domaines qui ne sont pas John et où la stabilité, là, c'est 0 aussi. On peut pas faire mieux que là. Donc, il y a quand même un petit peu de régularité nécessaire. Ok, donc là, je vais expliquer peut-être. J'ai pris beaucoup de temps pour l'intro, donc je vais expliquer un peu la stratégie. Je voudrais juste, principalement, je vais vous montrer un peu quel est l'objet principal que je vais appeler fonctionnel de Kantorovich, qui est ce qui apparaît dans le problème dual. Donc avant de faire ça, je vais juste remarquer que si je regarde le problème de transport quadratique, donc pour le coup, norme de x moins y au carré, en fait, je peux développer le carré, et puis j'obtiens un second moment de ρ, plus un second moment de mu. Ça, c'est juste parce que j'ai norme de x au carré intégrée contre d gamma de xy. Ça dépend que de x. Donc j'obtiens l'intégrale de x contre ρ. C'est le second moment de ρ. Quand je développe sur y, j'obtiens un second moment de mu. Et ensuite, il me reste le terme produit scalaire. Comme il y a un moins, c'est un max au lieu d'être un min. En fait, le problème de transport optimal quadratique, il est équivalent à trouver un couplage entre ρ et mu qui maximise la corrélation. Et la dualité, on la comprend un peu mieux en l'écrivant comme ça, enfin en tout cas je trouve. Mon problème de corrélation maximale, il a un problème dual, le dual de Kantorovich. Je vais tout écrire dans le cas compact à partir de maintenant parce que c'est vraiment. Il y a une inégalité qui est évidente, c'est une inégalité min plus grand que max. Simplement parce que phi plus psi, ça c'est l'intégrale de phi plus psi contre gamma. Par hypothèse, phi plus psi est plus grand que le produit scalaire. Et donc ça, presque toutes les méthodes numériques sont basées sur ce problème dual. En fait, la dualité, c'est vraiment le cœur du numérique pour le transport. Et maintenant, je vais réécrire une façon de réécrire ce problème dual via ce qui s'appelle, ce que j'appelle fonctionnel de Kantorovich. Donc, j'ai dit, le problème dual, c'est min sur phi plus psi plus petit que le coût. Donc, ça veut dire phi de x plus phi de y plus petit que. Pardon, c'est plus grand, parce que je suis x. De l'intégrale de phi 0, plus l'intégrale de ça. Et donc, ce que je veux, c'est que phi soit plus grand, pour tout x, phi soit plus grand que x scalaire y, phi de x moins psi de y. Donc, c'est vrai pour tout x, y. Et donc, en fait, ce que je veux, je peux enlever la variable y et écrire phi de y doit être plus grand que le sup sur y de x scalaire y moins phi de y. Et ça, c'est la transformée de genre psi. Et comme je veux minimiser l'énergie ici, en fait, si j'ai fixé psi, le mieux que je puisse faire, c'est de prendre phi égale psi étoile. Donc ça, c'est en fait min
sur psi seulement. C'est un problème sans contrainte. De l'intégrale de psi étoile de psi. Et donc, ce qui joue le rôle le plus important dans cet exposé, c'est cette fonctionnelle-là. Je vais noter carreau de psi. Donc, c'est la fonction quantoromique. Donc, juste pour vous faire un dessin. Donc, si on a un domaine X, X et Y ici, là, j'ai ma mesure ρ, j'ai mu. Ma fonction psi, le potentiel qui va tout paramétrer, il vit de ce côté-là. Ensuite, j'ai psi étoile, qui est la transformée de Legendre, qui est de ce côté-là. Et l'application que je vais construire ici, c'est en gros T psi étoile. Enfin, c'est le gradient de psi étoile. Le transport de ρ vers mu, on va voir que c'est le gradient de psi étoile. En fait, on réécrit notre problème de transport comme un problème d'optimisation du côté cible, dont on déduit un potentiel du côté source, qui sert à définir le transport de la source vers la cible. Alors, je vais pas avoir le temps de faire les calculs, mais en fait, on a un problème d'optimisation sans contrainte. On va commencer par regarder les dérivées de la fonctionnelle. La première dérivée de la fonctionnelle, qui dérive, je fais varier psi, je rajoute une petite perturbation v. Ce que j'obtiens, c'est moins l'intégrale de v de grade psi étoile. Et moins l'intégrale de v de grade psi étoile, c'est égal à l'intégrale moins l'intégrale de v par changement de variable contre la mesure grade psi étoile poussé en avant ρ. Là, j'écris une intégrale sur x, et là, c'est une intégrale sur y. C'est équivalent. Et donc, ça me donne la deuxième formulation. Le gradient de ma fonctionnelle, c'est une mesure, c'est dans le dual de C0 de y. C'est la mesure donnée par le poussé en avant de ρ par la transformée de Legendre de psi. Et donc, si on regarde le problème de minimisation que j'ai écrit là en haut à droite, minimiser k de ρ plus psi, si j'écris la condition d'optimalité, c'est simplement ça plus mu égale 0, donc grade psi étoile plus en avant ρ égale mu. Et donc, si psi résout mon problème de minimisation ici, psi étoile, c'est le transport de Brognier. Ça vérifie, c'est le gradient d'une fonction convexe qui transporte ρ vers mu. Je l'ai déjà dit. Maintenant, on peut regarder ce que donne, juste pour fixer un peu, pour donner un peu une idée de ce que donne cette fonctionnelle. Je peux regarder ce qui se passe quand je calcule son développement de Taylor, cette fois-ci à l'ordre 2, au voisinage potentiel qui correspond à l'identité. Alors, qu'est-ce que c'est le potentiel qui correspond à l'identité? C'est la norme au carré. Si je prends la norme au carré côté Y, la transformée de Legendre de la norme au carré, c'est la norme au carré. Et quand je prends le gradient, j'obtiens l'identité. Et donc, ce potentiel, il est en code d'identité. Donc, en fait, c'est le cas où mu égale ρ. Donc, si je calcule le développement ici, j'ai un terme d'ordre 1 qui va disparaître une fois que je somme. Et le terme d'ordre 2, c'est simplement l'énergie directe de V. Donc, ce qu'on voit un peu de manière pas très précise, c'est que la condition d'optimalité, c'est une équation de Monge-Ampère. Quand je linéarise l'équation de Monge-Ampère, j'obtiens une équation de Poisson. Et la formulation variationnelle, c'est l'énergie directe. C'est un peu ça qu'on voit, c'est très formel, je ne vais pas rentrer dans les détails plus ici, mais... Donc en fait, mon impression maintenant, c'est que cette fonctionnelle ρ de psi, elle joue un rôle en transport aussi important que l'énergie directe pour les équations de Poisson, les équations... Ok. Et donc, le premier mécanisme de stabilité, c'est de remarquer que la stabilité d'un problème de minimisation, quand on perturbe de manière linéaire, il dépend en fait de la forte convexité de la fonctionnelle. Je vois en dimension finie, j'ai une fonction k en dimension finie. Je prends la minimum de cette fonction plus un terminaire. Si k est fortement convexe, la solution va dépendre assez gentiment du terminaire. Si la fonction est très plate à un endroit, je peux faire varier un tout petit peu le terminaire et faire sauter de là à là. Donc là, pour avoir de la stabilité au problème de minimisation, en fonction du terminaire, il faut avoir de la forte convexité. Donc, premier résultat, le résultat du cœur technique, premier papier avec Alex Delalande, c'est ce résultat de forte convexité. Alors, on sait déjà que ρ, elle est convexe, simplement. Si je prends ça, le gradient est monotope, et donc ça, je sais que c'est positif ou nul, par convexité. Grade ρ de psi 0 grade ρ de psi 1, scalar psi 0 moins psi 1, c'est positif ou nul.
En fait, on donne un minorant qui est strictement positif, qui donne de la convexité. Peut-être juste une remarque ici, là, ce que j'appelle, enfin, que je note variance, en fait, c'est la norme L2 à constant près. Comme je sais que ma solution est définie à constant quantitatif près, là, je ne peux pas avoir une norme L2, j'ai une variance. Peut-être juste une remarque aussi sur ce théorème, en fait, c'est la forte convexité, mais en un sens un petit peu bizarre, parce que pour de la forte convexité standard, moi, ce que je m'attendrais à voir, c'est plutôt un truc qui dépend de pi1 moins pi0, forte convexité quadratique, enfin, c'est juste la même chose, mais avec une norme euclidienne de pi1 moins pi0 au carré. Là, on a une distance, une variance entre transformé de Legendre. C'est assez inhabituel comme forte convexité. Alors, là, je vais sauter, mais la preuve, essentiellement, si on prend vraiment le cœur de la preuve, c'est juste un calcul de dérivée seconde qui fait apparaître cette expression-là. On a envie d'appliquer une inégalité de Poincaré. Et si je fais des hypothèses assez fortes sur le potentiel pi étoile, cette inégalité de Poincaré, elle va marcher, elle va me donner quelque chose. Elle va me donner une stabilité, et c'est en gros le théorème de Gigli-Ambrosio. Maintenant, en fait, il y a quand même cette D2 psi étoile moins 1 qui est embêtant. Mais on peut s'en sortir grâce à Campli, qui est une variante de l'inégalité de Poincaré. Il y a d'autres preuves qui passent par Prekopa-Rendler à la place de Brad-Campli. Enfin, c'est en gros des inégalités fonctionnelles de type Poincaré. Alors, je voudrais juste vous montrer peut-être comment, à partir de la forte convexité, on déduit la stabilité de manière un petit peu schématique. Donc, cette fois-ci, mon objet principal, ce n'est pas les potentiels, c'est des mesures. Je prends deux mesures mu0, mu1, et je prends psi0, psi1, les potentiels correspondants. Donc, psi i va minimiser la fonctionnelle carreau plus le terminaire mui. En fait, la condition d'optimalité, on l'a déjà vu, c'est grade carreau de psi égale moins mui. Je vous ai montré au slide précédent que si je prends ce potentiel-là, ça transformé de Legendre à constant près, additif près, c'est le potentiel de Kantorowicz. Le gradient de la transformée de Legendre, c'est l'application de Brognier. Maintenant, je vais réinterpréter cette inégalité avec ces notations. Donc, je commence par ce côté-là. Donc, ça, c'est juste une égalité. Maintenant, le gradient de psi0, de carreau en psi0, je sais que c'est moins mu0. En psi1, c'est moins mu1. Donc, en fait, je me retrouve avec ici un sorte de produit scalaire mu0 moins mu1, mu1 moins mu0, scalaire psi0 moins psi1. Et donc, ça, je vais avoir la stabilité de ce truc-là. Donc, il faut que je majore ça par des distances de Wasserstein. Là, on va utiliser l'inégalité de Kantorowicz-Rubinstein, le fait que Wasserstein 1, c'est une norme duale. En fait, cette intégrale de psi0 moins psi1 contre la différence de mesure, elle est majorée par la distance de Wasserstein 1 fois la constante de Lipschitz de la différence de ces potentiels. Et cette constante de Lipschitz, parce qu'on est dans le cas compact, c'est en gros le diamètre de 2 mètres. Et donc, on obtient un contrôle de la variance entre les potentiels primaux par Wasserstein entre mu0 et mu1. Avec, ça, c'est le contrôle en racine. Donc ça donne la stabilité des potentiels dont je vous ai parlé. Maintenant, si on va arriver à la stabilité des applications, il faut partir d'une différence entre potentiels et en déduire une majoration de la différence entre des gradients. En fait, c'est une inégalité de Poincaré, mais dans le mauvais sens. Alors, en général, ça n'a aucune chance d'être vrai. Là, ce qui fait que ça marche, c'est que en fait, nos fonctions phi et phi rho vers mu, phi rho vers mu 1 sont convexes. Et dans ce cas-là, on a montré qu'on peut contrôler la distance entre les gradients par la distance entre les potentiels. Il y a un exposant 3 ici et il est optimal même en dimension. L'exposant 2 ici est quasi optimal et l'exposant 3 ici est optimal sauf en dimension. Enfin, même en dimension. C'est vrai pour toute fonction convexe. C'est vrai pour toute paire de fonctions convexes. Ouais, tout à fait. Ok, et donc, comment ça permet de traiter le cas où le domaine est convexe. Pour traiter le cas où le domaine est plus compliqué, ce qu'on fait, c'est qu'on couvre nos domaines par plein de convexes, et on écrit la mesure ρ restreinte à ces petits morceaux, on écrit l'inégalité de forte convexité sur chacun des morceaux. Ce terme-là, il est linéaire en gros, ce terme-là, il s'additionne bien.
Et ce terme-là, en fait, j'ai une somme de variance qui doit contrôler une variance. Ça ressemble à une inégalité de Poincaré. Donc, on a utilisé les techniques pour prouver les inégalités de Poincaré, notamment les techniques de Bowman, pour conclure dans le cas de John. Et ça, c'est le travail avec Cyril Letruit. J'ai combien de temps là? C'est 5 minutes, OK. Donc, la dernière partie, c'est la partie la plus récente. C'est des résultats avec l'exposant optimal dans le cas des applications. Alors, peut-être j'ai déplié tout le slide. Le résultat que j'ai obtenu, c'était une mission active au mois de mai, c'est au mois de mars. C'est un résultat de stabilité, pas avec le 1/6 qu'on avait vu avant, qui n'était pas optimal, mais avec le 1/4, qui, par le contre-écran de Cyril, qui date d'octobre, est le mieux qu'on puisse faire pour la classe de rho qu'on considère. Alors, je devrais dire un mot, je remonte. La classe des rho qu'on considère, c'est des rho à support compact et bornés, dont la densité est bornée. Donc, c'est très général, il n'y a pas de question de domaine de Dirac. Il n'y a pas d'hypothèse de régularité, il n'y a pas d'hypothèse d'inégalité de Poincaré. Et pourquoi? Parce qu'on passe directement au gradient du potentiel, on ne passe pas par les potentiels. En fait, la stabilité des potentiels, d'une certaine manière, peut être un peu plus difficile que la stabilité des applications, ce qui est perturbant. Mais alors, l'idée de tout ça, l'idée de départ, c'est de dire, je veux mesurer la forte convexité de carreau, c'était ça le mécanisme de stabilité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer en utilisant, en fait, dans la partie précédente, je l'ai mesuré en regardant la monotonie forte. Je peux aussi la mesurer en regardant à quel point l'inégalité de Jensen est un peu plus forte que celle à laquelle nous savons. Ça, c'est fonctionnel, ça s'appelle des divergences, c'est en gros des surplus de convexité. C'est toujours positif. Si c'est strictement positif, c'est qu'on est fortement convexe en un certain sens. Et donc, cette inégalité, elle est vraie tout le temps. La forme qui m'intéresse est toujours minorée par la forme, la convexité d'ordre 0. Et donc, la nouveauté, c'est cette inégalité-là, qui implique de manière directe, avec la même stratégie de preuve, celle-là. Et je vais juste te donner le keyword. Ça peut sauter. J'avais été un peu optimiste. Bon, en fait, comme il faut comprendre un peu la méthode, on a cette minoration qui est quelque chose de très élémentaire, qui est juste des propriétés d'un fonction convexe. Le point, c'est que ici, on a un terme très gentil, ça nous donnerait la stabilité quadratique, avec un facteur 1,5, c'est parfait. Et on a ce terme-là qui nous embête un peu, qui est l'intégrale du gradient de psi étoile sur une boule, du diamètre du gradient de psi étoile d'une boule centrée en X de rayon état. Donc en gros, ce qu'on regarde, c'est, je prends la distance maximale entre deux gradients, c'est quelque chose qui mesure à quel point ma fonction elle est discontinue. Enfin, le gradient de la fonction est discontinu. C'est quelque chose qui marche, y compris si le gradient a des sauts, ça a une valeur finie. Mais on veut contrôler ça de manière fine. Et en fait, c'est quelque chose on avait déjà l'ingrédient en main parce que on avait déjà cette estimation dans un papier avec Guillaume Carlier et Alex Delalande. On l'utilisait pour d'autres, on l'a fait pour d'autres raisons, mais en fait, ça s'avère l'ingrédient crucial pour cette stabilité. Donc, en gros, l'idée, si je vais essayer de résumer l'idée, c'est que si on réfléchit à la preuve de Ambrosio-Gigli, elle dit si j'ai des potentiels, un Thérault-Vermu Lipschitz, alors je vais avoir de la stabilité avec un demi-holder. Dans ce cas-là, j'ai un Thérault-Vermu qui a aucune régularité, mis à part un tout petit peu de régularité qui vient du fait que c'est le gradient d'une fonction convexe. Et la régularité qu'on exploite, c'est vraiment juste la régularité des fonctions convexes Lipschitz, plus ou moins quelconque, et c'est cette inégalité-là, et qui permet de ne pas avoir le 1,5, mais avoir un quart. Donc c'est un peu ça l'idée de la preuve. Et je ne vais pas m'apesantir parce que je sais que tout le monde a faim. Et donc pour conclure, donc en gros, il y a plusieurs notions de plongement. En dimension 1, le plongement par quantile qui est très gentil. En dimension plus grande, le plongement LOT qui est très bien pour les applications, dont on ne comprend pas encore complètement la théorie. Je pense que ce qu'on a fait, ça donne quelques éléments, mais ça ne permet pas de comprendre complètement. Un peu de pub, c'est si vous voulez faire des calculs de transport en dimension 2 ou 3 de manière très efficace, il y a le code SDOT qui a été développé par Hugo Leclerc, qui est ingénieur de recherche à Orsay, qui est vraiment top. C'est interfacé avec JAX et PyTorch pour ceux qui le connaissent. Et donc voilà, donc après on a deux mécanismes de stabilité. Un, stabilité des potentiels
qui a l'avantage d'être très très flexible. En fait, il y a eu pas mal d'extensions derrière de ce qu'on a fait notamment avec les techniques de recollement, qui donne l'exposant optimal pour les potentiels, mais l'exposant non optimal pour les applications. Le deuxième mécanisme, c'est la stabilité des applications, qui est pour l'instant réduit au cas quadratique, qui donne l'exposant optimal pour la stabilité des applications. Mais si j'utilise point carré pour avoir la stabilité des potentiels, ben, j'obtiens un exposant un quart qui est moins bien que celui-là. Donc en fait, je dirais qu'il n'y a aucune des deux théories qui surpasse l'autre. Elles ont vraiment des domaines d'application et de pertinence différents. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Quentin. Y a-t-il alors, il y a déjà pas mal de questions qu'on va exposer, mais il y a encore des Une question très belle. Au début, tu disais, quand tu prenais une mesure qui était supportée sur N points, tu disais souvent les algorithmes doivent calculer ça fait un coup en N carré. Ouais. Et du coup, un des buts, enfin une des motivations initiales, c'était de réduire ce truc-là. Et donc à la fin, donc j'imagine que ce que tu veux, c'est d'une part, ta mesure qui a transformé en mesure approchée, et du coup, il faut qu'elle soit associée à la mesure de Lebesgue. Et à la fin, voilà, quel est le Ok, alors en fait, il y a deux N qui apparaissent. Il y a celui-là, c'était le nombre de mesures. En fait, j'ai plein de mesures, je calcule les distances 2 à 2. Chacune d'entre elles peut être supportée sur grand N points. Ah, okay. Si je calcule le transport entre deux mesures supportées sur n points, les algorithmes exacts, c'est l'algorithme d'enchère, c'est n cube. Ce qui se passe, c'est que là, un des avantages de cette méthode, notamment en petite dimension, mais ce qui a une certaine pertinence, c'est que au lieu de calculer des transports entre mesures discrètes, je me ramène à transporter une mesure continue, qui peut être très gentille, une mesure de Lebesgue sur un convexe, vers des mesures discrètes. Et quand on fait ça, en fait, il y a des techniques qui sont très, très efficaces. Ce sont des techniques, en gros, de maillage. Et donc, dont la complexité est plutôt en m log n. Donc, on gagne sur ce côté-là, parce qu'on n'a pas une complexité m cube, on a m log n. Mais en plus de ça, on n'a pas besoin de calculer une carré de distance, on a besoin juste d'en calculer n. On gagne un peu sur les deux termes. Merci. Alors, Nikita. Qu'est-ce qui pour nous, en gros, ne satisfait pas des unités de carré? On a l'impression que notamment 1 soit 1 plus x au carré en puissance. Alors, on a des exemples. Ça ne satisfait pas une inégalité de points carrés, mais peut-être des inégalités de points carrés pondérées. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement, on a aussi des résultats qui donnent des exposants un peu moins bons que le 1/6. Donc ça, c'est fait dans le gros papier avec Cyril. On a aussi regardé des cas où ρ a des explosions au bord. Enfin, il y a un certain nombre de cas qu'on peut traiter grâce aux méthodes de recollement. Mais je sais pas si... Moi, j'avais une question. Est-ce que, en fait, cette histoire de créer des changements pour approximer des distances de Wasserstein, est-ce qu'on peut le faire sur des trucs qui sont plus généraux des distances de Wasserstein, donc avec un coût qui n'est pas forcément en fait une distance entre les espaces, enfin, qui n'est pas de distance, et même encore plus, est-ce qu'on pourrait genre imaginer un truc qui pourrait marcher sur des trucs type grand mode Wasserstein, ou qui apparaissent en fait dans les statistiques sur les graphes notamment. Alors, je connais pas bien. Je sais qu'il y a j'ai vu passer sur cette idée de linéariser le transport. Il y a des gens, enfin, il y a un papier qui s'appelle Linearize Gromov-Wasserstein. Donc, j'imagine que ça doit répondre à cette question, mais j'ai pas lu le papier. Et pour ce qui est d'autres coûts, par exemple, sur les variétés riemanniennes, il y a des travaux de Bernard Schmitzer et Clément Sarrazin qui étendent un peu cette idée de linéarisation à des variétés riemanniennes. Je pense qu'il y a aussi des extensions dans lesquelles on ne prend pas le transport qui s'appelle unbalance, celui où on peut créer et détruire de la masse. On ne transporte pas toute la masse, on a le droit d'en créer ou en détruire. Donc, il y a un certain nombre d'extensions de cette méthodologie linéarise d'outils. Merci. D'autres questions dans la salle? Donc, y a-t-il des questions à distance? Une question? Eh bien, merci encore, Quentin.